Alors, bonjour, bienvenue à ceux et celles qui sont ici avec nous dans la salle, de même que ceux et celles qui sont en ligne via la plateforme Zoom. Donc, bienvenue à ce séminaire midi du CIRS. Le conférencier d'aujourd'hui se nomme Vincent Aufry. Il est doctorant au Institute for the History and Philosophy of Science and Technology. Vous excuserez mon anglais affecté un peu peut-être par la petite congestion nasale. Donc, l'IHPST, affilié à l'Université de Toronto. Acadien d'origine, il s'intéresse à l'histoire des sciences et de la médecine au Canada francophone. Sa thèse porte, elle, sur l'histoire de l'eugénisme au Québec entre 1880 et 1950. Aujourd'hui, il nous présente une partie de ses recherches, j'imagine, donc quelque chose d'un petit peu plus restreint, sur une période plus précise de la chose et sur une thématique plus précise. Et sa présentation d'aujourd'hui s'intitule « En chassant Dieu de l'État, ils font l'État-Dieu ». Donc, vous pouvez fermer les guillemets. L'eugénisme et l'examen prénuptial au Québec entre 1912 et 1921. Alors, sans plus tarder, Vincent, je te cède la parole et te remercie. Merci Jean-Benoît. Une seconde. La technologie, c'est pas facile. Ah bon, OK. Le 5 septembre 1912, le docteur Albert Laurendeau envoie un article au Pays, un journal montréalais d'orientation radicale et républicaine. L'article en question porte sur l'eugénique, ou plus particulièrement sur le premier congrès international d'eugénique. Là, on ne le voit pas tellement bien pour les gens qui sont dans la salle. C'est peut-être un problème avec mon PowerPoint, ça. Mais donc, le premier congrès international d'eugénique qui a eu lieu à Londres entre les 25 et 29 juillet 1912. Albert Laurendeau, un évolutionniste convaincu, se réjouit qu'on ait eu un congrès international, plus particulièrement sur l'évolution, mais aussi sur les moyens d'améliorer la race humaine. Cet article-ci est le premier article d'une série d'articles qui seront publiés par le Pays spécifiquement sur l'eugénisme ou l'eugénique, comme l'appelle le docteur Laurendeau. Je me suis intéressé dans ce projet-ci, dans cette recherche-ci, à l'eugénisme dans la presse canadienne-française. Assez rapidement, après la publication de l'article de Laurendeau, le Pays devient impliqué dans une polémique avec l'Action sociale et La Vérité, qui sont deux journaux montréalais d'orientation ultramontaine. Puis dans cette polémique-là, on voit vraiment l'orientation du mouvement eugénique canadien-français qui se développe lors des années 1910, puis aussi la position des ultramontains sur l'eugénique. Mais là, on va m'arrêter parce que l'eugénisme au Québec, c'est peut-être une question... il n'y a pas tellement d'historiographie là-dessus, il n'y a pas tellement de recherches qui ont été faites là-dessus. Puis, habituellement, on associe l'eugénique à sa manifestation dans le monde anglo-saxon. On associe l'eugénique à l'Allemagne nazie, on associe l'eugénique à l'Angleterre, puis aux États-Unis. Mais l'eugénisme au Québec, souvent, l'interprétation qui ressort de l'historiographie, c'est que le catholicisme au Québec aurait empêché l'enracinement de l'eugénique au Québec, puis aussi qu'il y aurait eu un certain retard scientifique sur le reste du monde qui aurait empêché le Québec de faire partie de ce mouvement-là d'eugénique qui se développe à l'international. Ce qui est... toute la question du retard scientifique du Canada français est quelque chose qui a été discuté, ça fait quand même assez longtemps. Il suffit de le dire. Bon, je vais m'arrêter pour quelques instants pour vous parler un peu de l'eugénique comme l'entend Galton, le fondateur de l'eugénique. Bon, l'eugénique, c'est une science anglaise qui se développe à la fin du 19e siècle, puis qui s'inspire énormément des théories de Darwin sur l'évolution. Son fondateur, Francis Galton, définit eugenics en 1883 à partir du préfixe UE et du suffixe gène qui voudrait dire well-born, l'idée de bien-être. Mais cette idée-là sur l'eugénique se développe éventuellement au début du 20e siècle, plus spécifiquement comme the study of agencies under social control that may improve or impair the racial qualities of future generations, either physically or mentally. La définition qu'en donne Galton est intimement basée sur la statistique. L'idée
spécifique de Galton, c'est si on imagine que la distribution des qualités dans un groupe suit une distribution normale, puis aussi que l'hérédité suit une distribution normale. Donc, on transmet à nos descendants les mêmes qualités d'où on se trouve, mais aussi en fonction des partenaires qui font partie du mariage. Si on veut améliorer la race, comme le conçoit Galton, ce qu'il suffit de faire, c'est que les individus qui se trouvent au bas de l'échelle, donc ceux qui ont un statut économique moins élevé, qui font partie des classes ouvrières, par exemple, il suffirait que ces gens-là aient moins d'enfants, puis que ceux qui se trouvent au sommet de l'échelle, selon la perspective de Galton, aient plus d'enfants. Donc, les gens qui viennent de des milieux plus aisés, qui sont instruits, etc. Mais dans l'œuvre de Galton, ce qui est assez ambigu, c'est toujours par quels moyens on va arriver à cette fin. Puis au moment spécifique où le premier congrès international d'eugénique est tenu à Londres en 1912, il y a encore cette ambiguïté dans l'air. On n'est pas vraiment sûr par quels moyens on va arriver à améliorer la race. Dans l'historiographie, l'historiographie a longtemps été dominée par ce genre de narratif-là qui souligne la part de l'Angleterre, des Américains, puis de l'Allemagne nazie dans cette histoire-là globale de l'eugénique. Mais, en fait, on avait une définition qui était assez étroite du phénomène. Puis, on se limitait à discuter de la relation entre eugénisme et génétique, mais aussi, un des sujets privilégiés, c'était la stérilisation eugénique, qui est peut-être un sujet qu'on réalise maintenant, qui est beaucoup moins prévalent qu'on le pensait. On souligne dans ces premières études-là, par exemple, aussi que l'Église catholique résiste aux politiques eugéniques, très spécifiquement par l'encyclique Casti Connubii sur le mariage chrétien, qui est publiée par le pape Pie XI en 1930. Puis cette encyclique-là vient concrétiser la réponse des catholiques à l'eugénique, plus spécifiquement sur la question de la stérilisation. Mais les autres questions qui ont rapport à l'eugénique sont peut-être un peu moins critiquées que la stérilisation, ce qu'on est venu à réaliser plus tard. Le problème avec cette interprétation-ci, c'est qu'on a repris ce modèle-là pour parler d'eugénisme au Canada, puis les quelques études qui ont été faites qui mentionnent même le Québec ou qui mentionnent même le Canada français ont préservé ce modèle-là, en gros, pour dire que les Canadiens français étaient en retard sur le plan scientifique, puis en raison de leur catholicisme qui s'opposait à l'eugénique. Mais ce n'est pas si simple que ça. Depuis les années 1990, on a une panoplie d'études qui ont été faites à l'extérieur du contexte anglo-saxon, à l'extérieur de l'Allemagne nazie, qui soulignent en fait que tout ce qu'on pensait qui était vrai sur le mouvement eugénique s'est avéré être extrêmement spécifique à ces cas-là. Donc, si on associe l'eugénique à la droite, on réalise qu'il y a aussi des mouvements de gauche qui vont s'emparer de l'eugénique. Si on l'associe à des régimes totalitaires, on réalise à partir du début des années 1990 qu'on retrouve aussi l'eugénique en contexte démocratique, que sa relation à la génétique n'est pas tellement claire dans tous les contextes, qu'on conçoit l'hérédité de façon différente dans différents milieux, puis qu'en fait, tout ce qu'on pensait savoir sur l'eugénique est vraiment lié au contexte spécifique, soit de l'Angleterre, des États-Unis ou de l'Allemagne nazie. On voit assez récemment des articles puis des ouvrages qui vont s'intéresser à l'eugénique en milieu catholique, puis qui vont s'intéresser aussi à l'eugénique en milieu francophone, ou même en Amérique latine, en Italie, en Espagne. Puis le portrait qu'on a de l'eugénique dans ces milieux-là est quand même sensiblement différent que celui qu'on observe en Angleterre ou aux États-Unis.
je me sers un peu du contexte lié à l'eugénisme dans le monde francophone, plus spécifiquement en France, merci, parce que certains points de repère importants qui nous permettent de mieux comprendre la trajectoire du mouvement eugéniste au Québec francophone. Donc, les grandes lignes de ce qui se produit en France. Le mot eugenics est traduit en langue française en 1886, mais ça se produit en périphérie. Le terme lui-même, les théories eugénistes ne sont pas tellement importantes dans le milieu parisien. Puis, en fait, ce n'est pas avant 1912 qu'on a vraiment comme une renaissance du mouvement eugénique en France, en grande partie en raison du premier congrès international d'eugénique. Par la fin de l'année 1912, il y a un groupe de médecins, de statisticiens puis de penseurs à Paris qui vont fonder la Société française d'eugénique. On assiste alors à ce qu'Anne Carroll appelle un eugénisme médical qui trouve ses précurseurs dans la science de l'hygiène, mais aussi dans la puriculture. Donc, finalement, cet eugénisme-là, ce qui définit vraiment l'eugénisme en France, c'est en grande partie que leur conception de l'hérédité puis de l'évolution est néo-lamarckienne. Donc, on s'imagine que les traits qui sont acquis par un individu sont transmis à ses descendants, ce qui n'est pas possible dans la conception de l'hérédité que se fait Galton, puis qui n'est pas possible dans la conception de l'hérédité que se font les généticiens après Galton. Donc, dans ce contexte-ci, les mesures hygiéniques qui cherchent, par exemple, à éradiquer des maladies comme la tuberculose ou la syphilis sont associées à ce concept-ci d'améliorer la race parce qu'on croit que si on peut se débarrasser de ces maladies-là qu'on considère héréditaires dans l'individu, on peut aussi l'éradiquer dans sa descendance. Donc, le mouvement eugénique français se développe de façon assez distincte que ça qu'on voit dans le contexte anglo-saxon. En France, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que la plus grande réforme suggérée par les eugénistes français, c'est le certificat prénuptial. Puis le certificat prénuptial, en gros, c'est l'idée qu'on devrait soumettre à un examen médical obligatoire les candidats au mariage pour s'assurer qu'ils n'amènent pas avec eux dans le mariage des tares héréditaires ou des maladies qui pourraient être transmises à leurs descendants. L'examen prénuptial est débattu en France pour une bonne vingtaine d'années, puis est seulement instauré sous le régime de Vichy en 1942. Donc, c'est un peu ça le contexte du mouvement eugénique français. Mais spécifiquement, je m'intéresse aujourd'hui à ce moment-ci, en 1912, qui est la fondation de la Société française d'eugénique, mais aussi la popularisation de l'eugénique à l'international suite au premier congrès international d'eugénique au mois de juillet. Donc, si on rouvre cette question-ci de l'eugénisme au Québec, les questions qui ont orienté cette recherche-ci dans la presse canadienne-française, c'est à savoir quelle a été la trajectoire du mouvement eugénique canadien-français à la suite du premier congrès international d'eugénique. Puis là, en examinant la polémique qui en a résulté, essayer de comprendre en quoi consiste l'eugénique qui est avancée par le pays, mais aussi pour quelles raisons est-ce que cette eugénique-là provoque autant de critiques des ultramontains. Bon, il faut un peu s'arrêter sur le pays parce que le pays en soi, c'est un journal assez particulier dans le contexte canadien-français, du fait que c'est un journal anticlérical, un journal qui a des affiliations assez claires à la franc-maçonnerie montréalaise. Puis ça, on ne se l'imagine pas. Godefroy Langlois fait partie de la Loge d'émancipation à Montréal. Puis il fonde le pays, justement, après que son grand secret, qui est un franc-maçon, est révélé par une enquête qui est menée par la municipalité montréalaise, mais aussi l'Église catholique. Puis il fonde justement le pays en réponse au fait qu'il se fait congédier de son poste au Canada, qui était le journal du Parti libéral. Puis il fonde le pays justement pour
avancer une plateforme beaucoup plus radicale, puis beaucoup plus anticléricale aussi, que ce qu'on voit dans le Canada, qui est censé représenter la plateforme officielle du Parti libéral. Les réformes qu'on retrouve dans le pays entre 1910 et 1921, il y a surtout l'instruction obligatoire qui provoque les ultramontains, parce que les ultramontains s'entendent que l'éducation devrait être faite par l'Église, non pas par l'État. Mais il propose aussi plusieurs réformes sanitaires, dont par exemple la réglementation de la prostitution, qui est tout aussi controversée dans les années 1910, la lutte contre la mortalité infantile, mais aussi, à certaines reprises, l'examen prénuptial. Mais ça, c'est surtout à partir du moment où on prend conscience du mouvement eugénique à travers le monde. Le pays, puis tout ce milieu intellectuel-là qui émerge autour de la franc-maçonnerie montréalaise est assez intéressant, puis est lié de façon assez claire à l'émergence de l'eugénisme en contexte canadien français, du fait que le pays, puis aussi les loges participent à la distribution de littérature subversive, puis ça, c'est en particulier des ouvrages anticléricaux, mais aussi des ouvrages sur l'évolution, des ouvrages sur l'hérédité. Donc, on retrouve, par exemple, dans la bibliothèque du socle Alpha Omega, qui est le socle scientifique de la franc-maçonnerie montréalaise, des ouvrages par Ernst Haeckel, par exemple, ou des ouvrages par Félix Dantec, qui est un néo-lamarckien français. Puis, on sait que ces ouvrages-là, que Albert Laurando puise de la bibliothèque du socle Alpha Omega par ses connexions avec le Front anglois, puis avec la franc-maçonnerie canadienne française. En fait, je m'arrête pour un instant parce que Albert Laurando, qu'on voit ici, avant d'être épris de cette mouvance-là eugénique, s'intéresse aux questions de l'évolution. Il publie en 1911 un ouvrage de vulgarisation scientifique qui nomme La vie, considération biologique, puis il se fait presque excommunier par l'archevêque de Montréal, l'évêque de Joliette, désolé, pour la publication de cet ouvrage-là. Mais dans cet ouvrage-là, il n'y a pas question d'eugénique. C'est comme si Laurando n'a pas encore, malgré le fait que Laurando connaît très bien ce qui est dit en biologie, puis qui connaît très bien les études qui sont... il connaît très bien les théories de Darwin, puis il connaît très bien aussi le néo-lamarckisme. Il n'est pas tellement familier avec les théories eugénistes avant 1912. Donc, ça représente vraiment un tournant dans la pensée de Laurando, puis aussi dans la trajectoire du mouvement à partir de 1912. Si on s'arrête un peu sur l'article que j'ai présenté brièvement en introduction, les idées de Laurando sur l'eugénique sont quand même assez particulières. On sait par exemple qu'il est néo-lamarckien, parce qu'on sait à partir des ouvrages qu'il consulte, mais aussi à partir de la définition de l'évolution qu'il donne dans la vie considération biologique qu'Albert Laurando est lamarckien. Mais on constate aussi que la façon qu'il entrevoit l'eugénique est aussi grandement influencée par le mouvement eugénique français, puis peut-être un peu moins par les théories de Galton. Ici, il commente un peu sur le premier congrès international d'eugénique, puis il dit « Ce n'est pas par le fait que les riches, de même que les pauvres, se marient exclusivement entre eux, ce que la grande théorie de Galton sur la dégénérescence de la race, mais il dit mais c'est plutôt du fait que l'on se marie au hasard du caprice, suivant des impulsions irraisonnées. D'où trop communément ces unions où les conjoints apportent chacun une tare commune qui ira grandissante chez les descendants. » Donc, Laurando s'inspire grandement du mouvement eugénique français, puis du fait qu'il est médecin, puis qu'il a été instruit dans un milieu francophone. On comprend que
sa façon d'entrevoir l'hérédité est quand même distincte de la façon que l'entrevoit Galton. Il continue un peu plus loin, puis on comprend vraiment que ces idées-là aussi sont beaucoup inspirées de la science de l'élevage. Laurando affirme, par exemple, « Nous mettons tous nos soins à améliorer nos races domestiques par des croisements judicieux, raisonnés, scientifiques, et notre morale sociale nous défend, au nom de la liberté individuelle, d'intervenir dans les unions humaines. » Mais dans l'ouvrage, dans le travail de Laurando, il y a une certaine tension encore entre les moyens qui pourraient permettre aux eugénistes d'améliorer la race humaine, en fait, entre l'éducation puis les restrictions au mariage. Laurando ne présente pas nécessairement l'examen médical obligatoire. Ça, c'est quelque chose qui arrive un peu plus tard, puis qui nous a amené par Germain Beaulieu. Germain Beaulieu qui écrit... Ben là. Ah, OK. Je connais des fois. Germain Beaulieu qui nous écrit à partir de plusieurs différents pseudonymes dans le pays, peut-être parce qu'il est extrêmement conscient que les propos qu'il amène risquent de le faire excommunier. Donc, il fait quand même attention dans la façon qu'il se présente dans le pays. Germain Beaulieu amène la question de l'examen médical avant le mariage en 1913, puis ça crée toute une polémique avec l'Action sociale, c'est le journal ultramontain de la ville de Québec. En fait, puis ça force un peu les eugénistes, mais aussi les ultramontains à présenter, puis à vraiment clarifier qu'est-ce qu'ils entendent par l'eugénisme, puis c'est quoi leur argument contre ou pour l'eugénisme. Ce qu'on retrouve dans les écrits des ultramontains, c'est vraiment qu'on perçoit l'eugénique comme une philosophie matérialiste qui réduit l'homme au rang de l'animal. Donc, c'est un peu la même critique qu'on fait aux théories de l'évolution à peu près 50 ans plus tôt. On recycle un peu cet argument-là. Mais tout ça, c'est vraiment inspiré par le catéchisme sur le modernisme, la grande dénonciation du pape Pie X à l'égard des modernistes. Puis on accueille avec méfiance tous ces courants de pensée-là qui se disent modernistes ou qui se disent ou qui sont perçus par l'Église comme étant matérialistes. Les autres arguments qu'on retrouve, par exemple, dans les écrits des ultramontains, c'est que toutes restrictions imposées sur le mariage sont contraires à la loi naturelle, puis aussi au principe de liberté individuelle. En fait, on craint la dissolution du mariage, puis aussi de la famille. Mais l'argument, je vais prendre une petite gorgée d'eau. L'argument qui nous vient des ultramontains, bon. L'argument qui nous vient des ultramontains touche aussi au principe de liberté de 1, mais aussi on craint une genre de dérive totalitaire. Ici, ce passage-ci nous vient d'un article de l'Action sociale qui parle justement de l'examen médical avant le mariage. Puis on dit que si l'État est l'unique providence, l'unique règle des mœurs publiques et privées, s'il lui seul doit prévenir les désordres et réprimer les abus, s'il doit tout diriger seul et tout enseigner, s'il est le pouvoir suprême, n'ayant que la force du nombre et du gendarme pour faire accepter son autorité, qui n'en reconnaît pas d'autre, ni avec la sienne, ni au-dessus de lui, nul moyen d'empêcher qu'il ne soit tyrannique. Donc, on retrouve vraiment l'argument ultramontain sur la relation entre l'Église et l'État au centre de cette polémique-ci à l'égard de l'eugénisme puis à l'égard du certificat prénuptial. Le mouvement eugénique qui se développe autour du journal Le Pays, puis qui se développe autour de la franc-maçonnerie canadienne française, est très mal reçu, en fait, par les ultramontants. Puis, ils reçoivent les dénonciations
des autorités ecclésiastiques. On sait déjà, par exemple, qu'Albert Laurando reçoit une menace d'excommunication de l'évêque de Joliette en 1912 après la publication de la déconsidération biologique. Mais Godefroy Langlois puis le pays, ben, ils sont aussi excommuniés. Le pays est banni en 1912. L'archevêque de Montréal avertit n'importe quel catholique qui n'ont pas le droit de lire le pays. Puis s'ils se font prendre avec le pays, qui se font excommunier. Puis Godefroy Langlois lui-même est considéré comme une figure tellement menaçante pour la politique canadienne-française qu'on l'a en Belgique en 1914. On trouve qu'il est tellement dangereux sur la scène municipale puis aussi sur la scène provinciale qu'on pense que c'est tout simplement mieux de lui offrir un emploi en Europe. Mais le journal Le Pays continue de publier jusqu'en 1921, par contre. Germain Beaulieu, ici, désolé. Germain Beaulieu, Germain Beaulieu, qui écrit anonymement, ne reçoit pas le même traitement parce que la plupart du temps, on ne sait pas que c'est lui. Donc, il y a quelque chose à dire sur l'anonymat dans ce contexte-ci, un anonymat puis une certaine clandestinité qui existe dans le mouvement canadien-français qui protège certains de ses membres, mais on réalise qu'avec la réaction du clergé puis la réaction de la presse ultramontaine, cet anonymat-là devient extrêmement importante. Les questions qui sont soulevées dans la presse canadienne-française à ce moment-là au sujet de l'eugénique, au sujet des examens médicaux avant le mariage, en fait, j'allais à quelque part, je me suis perdu. Bon. Ouais. On continue à voir ces articles-là sur l'eugénisme, sur le centre médical avant le mariage, sur l'amélioration de la race, dans la presse canadienne-française tout au long de la décennie, mais l'approche des eugénistes devient beaucoup plus modérée. On présente, par exemple, un certificat prénuptial qui serait volontaire, donc qui n'empêcherait pas les individus à contracter le mariage si le résultat de l'examen n'est pas en leur faveur. On avance aussi toute la question de l'éducation. Puis, on conçoit très bien à l'action sociale que tout ça, en fait, c'est permis. C'est beaucoup moins dangereux qu'un examen médical obligatoire renforcé par l'État. Puis la position qu'on retrouve dans l'action sociale, en fait, sur certains aspects, est quand même relativement modérée. On dit, par exemple, qu'il n'est pas contraire à l'Église de travailler à l'amélioration physique de la race humaine, pourvu qu'on emploie à cette fin que des moyens légitimes et honnêtes, des moyens qui ne blessent ni le droit naturel, ni le droit de l'Église sur le mariage entre chrétiens. Dans le même article, on trouve aussi certaines suggestions qui sont données par l'Église. On dit, par exemple, que par moyen de conseil, d'exhortation, de persuasion, qui ne violent ni le droit ni la liberté, en fait, qu'il n'y a aucun mal à empêcher le mariage entre individus qui sont considérés, puis ça, c'est dans le vocabulaire de l'époque, qui sont considérés inaptes, qui sont considérés... ouais. Bon. Donc, la grande question qui ressort de ce débat-là, l'action sociale, la vérité, puis le pays, c'est vraiment, est-ce qu'on est capable de concevoir un eugénique dans un contexte catholique qui soit compatible avec la vision du monde de l'Église catholique? Puis, ce qu'on voit dans le contexte québécois, en fait, c'est que
ces idées-là qui vont revenir, l'idée d'améliorer la race, l'idée de la régénérer, vont revenir, mais dans une forme qui est beaucoup moins radicale que l'eugénisme qui était avancé par le pays. Donc, par exemple, on présente dans un manuel de puriculture qui est publié par l'Action sociale toute une série de catéchismes puis de leçons morales sur la procréation qui sont quand même assez similaires du projet avancé par les eugénistes. Ça, c'est un exemple de 1921 qui montre la différence statistique entre les enfants qui sont nés de parents alcooliques ou de parents tempérants. Puis vraiment, on présente ça comme une leçon morale à présenter aux jeunes femmes pour leur apprendre à éviter des maris qui souffrent d'alcoolisme. Il y a des leçons similaires aussi qui sont enseignées par rapport à la syphilis. À la tuberculose, on enseigne que la santé des enfants ou que l'instruction morale des enfants commence plusieurs générations avant leur naissance. Donc, on arrive à un argument eugéniste, on arrive à enseigner certaines notions qui sont assez comparables à l'eugénique dans un contexte catholique, mais c'est simplement que ces leçons-là, ces moyens-là, dans la logique ultramontaine, ne doivent pas être dans les mains de l'État, mais doivent rester dans les mains de l'Église. Donc, la suite de tout ça, c'est vraiment arriver à comprendre si, dans les années 1920, 1930, les campagnes d'hygiène publique contre l'alcoolisme, la syphilis, etc., sont motivées par ce même genre de réforme-là qui cherche à améliorer la race humaine ou au moins à empêcher sa dégénérescence. Puis à savoir si les moyens qui sont avancés par les eugénistes proviennent d'une certaine conscience chrétienne ou si on cherche juste vraiment à ne pas se faire excommunier comme les eugénistes du pays. Merci beaucoup, Vincent, pour cette présentation. Donc, j'étais en train au moment où tu terminais ta présentation, de googler, si on peut, le verbe, le lien entre la danse de Saint-Guy et l'épilepsie. Puis je trouvais ça premièrement très intéressant, mais après, j'ouvre aux questions, mais de voir même l'alternance le choix de vocabulaire différent pour les familles tempérantes et les familles intempérantes. Donc, on a faible d'esprit ou arriéré, mais de l'autre côté, c'est pas idiot. C'est éclairant comme... Ces termes-là sont des catégories qui existent dans le domaine psychiatrique qui ont une définition différente. OK. Puis, mais le fait que la comparaison ne compare pas les deux mêmes choses. Ben oui. Ce que je trouve intéressant avec celui-ci, vraiment, c'est la représentation statistique. Parce que je veux dire, on retrouve à peu près un vocabulaire similaire chez Galton, puis une représentation similaire chez Galton. Ici, c'est la représentation des enfants normaux. Puis là-bas, en bas, mort dans l'enfance. Donc, ce tableau-ci s'adresse aussi à la mortalité infantile, qui n'est pas tellement le cas dans les autres représentations qu'on a de l'eugénique ailleurs dans le monde, surtout chez les anglophones, chez les Américains, surtout. J'aimerais, c'était simplement une observation puisque tu m'as un peu pris au dépourvu pendant que tu terminais et que j'étais en train de chercher. Mais donc oui, j'aimerais ça ouvrir la possibilité des questions en salle et via Zoom ici. Je suis devant mon ordinateur ici, donc je peux voir les questions qui se reviendront. J'ai vu une main levée. Raphaël ici avec nous.
Merci beaucoup, Vincent, pour ta présentation. Oui, pour ta présentation. Ma question, on en a déjà parlé à quelques moments lors des sessions de travail au bureau. En fait, je me demandais, là, dans les citations que tu nous as montrées de tes eugénistes, on semblait employer le mot race de manière assez générale. On l'a vu à un moment, la race humaine. Donc, améliorer la race, ce serait améliorer la race humaine. Je me demandais si tu avais trouvé des passages où on pouvait déceler des préoccupations culturelles, en fait, parce qu'on le sait qu'au début du 20e siècle, le terme race au Canada français pouvait être employé au sens de nationalité. Oui, oui. Est-ce qu'il y avait ce type de préoccupation culturelle quand on employait le mot race? Est-ce qu'il y avait cette idée d'améliorer la race canadienne-française aussi chez les eugénistes? Ou si l'association race et préoccupation culturelle relevait plus des ultramontains? Ça, c'est une bonne question. Le concept de race lui-même, première distinction que je voudrais faire, c'est que c'est sûr que c'est un gros débat dans la société québécoise, puis aussi dans l'historiographie, à savoir qu'est-ce qu'on entend par le mot race dans différents contextes. Lorsqu'il s'agit des évolutionnistes comme Laurendeau ou comme Germain Beaulieu, c'est sûr qu'on entend la race comme quelque chose d'extrêmement biologique. À savoir, si on parle de race canadienne-française ou de race humaine, on se sert du terme, on se sert d'un terme ou de l'autre interchangeably, comme on se sert des deux termes, mais lorsqu'il s'agit de questions vraiment nationales, si on parle de mortalité infantile, par exemple, il y a certains eugénistes qui vont s'imaginer, par exemple, puis ça veut dire, on retrouve ça pas seulement chez les eugénistes, que ce qui fait la force du Canada français, c'est la force du nombre. Donc, lorsqu'on parle de race, on parle vraiment de la race canadienne-française, puis on l'imagine en proportion vis-à-vis le Canada anglais, puis on se dit, il faut plus de Canadiens français pour maintenir notre place dans la Confédération, etc. Puis surtout, lorsqu'on parle de mortalité infantile, c'est ce genre d'enjeu-là qui revient souvent, puis on parle vraiment plus de la race d'une perspective, peut-être pas culturelle, mais biologique, mais vraiment comme qu'on associe le mot race au groupe national. Ouais. Oui, Maxime. D'abord, une question sur l'anonymat de Germain Beaulieu, qui est quand même un personnage qui a une postérité appréciable au Québec, au sens où il a écrit des poèmes, il a été les premiers, disons, indépendantistes, tous ces trucs-là. Puis c'est intéressant parce que là, il y a des positions qui sont condamnées sous couvert de pseudonyme. Puis je me demandais, est-ce qu'on a découvert que c'était lui de son vivant ou c'est toi qui as fait la découverte que c'était des pseudos qu'ils utilisaient et que c'était effectivement lui? La grande révélation là, sur Germain Beaulieu nous vient d'un manuscrit publié en 1900, je pense en 1932 ou 1934, qui est quand même du vivant de Germain Beaulieu. On fait la liste des pseudonymes canadiens-français, puis on retrouve plusieurs figures politiques ou autres qui écrivent sous des pseudonymes. Puis sous Germain Beaulieu, on trouve une grande liste, une grande liste, comme une bonne vingtaine de noms. Puis dans mes recherches, c'était peut-être un moment vraiment important parce que on a un peu l'impression qu'il y a plusieurs eugénistes parce qu'il écrit sous quand même comme 4 ou 5 différents noms de plumes lorsqu'il parle d'eugénisme. Donc, réaliser que tout ce matériel-là vient en fait de la même personne. Puis quand il y a une polémique avec, par exemple, l'abbé Huard au sujet du transformisme, ben c'est le même Germain Beaulieu qui a une polémique avec l'Action sociale au sujet des examens médicaux avant le mariage. Donc, ça nous permet d'avoir une certaine vue d'ensemble de ce personnage-là puis de la façon qui conçoit l'eugénie.
Est-ce qu'il y a eu une condamnation lorsqu'en 1932, ces tribunaux sont sortis? Est-ce qu'on sait ça a été quoi la réception? Ça, vraiment, je ne sais pas. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Germain Beaulieu, à ce moment-ci, il n'est pas tellement, comment dire, il devient par la suite entomologiste provincial. Puis à partir des années 1920-1930, il y a quand même une position quand même assez importante. Donc, il n'est pas relégué à l'anonymat ou comme à la clandestinité. Il est quand même vraiment important. À savoir si à ce moment-là, on le dénonce, ça serait une question à examiner. Moi, j'étais en train de modifier l'aspect de la présentation Zoom ici en salle pour permettre qu'on voit un peu les intervenants et arrêter le partage d'écran. Donc voilà, je reviens à la place où j'étais. Il y a entre-temps en ligne Mme Christine Dupuis qui a posé une question. Donc, elle commence par te remercier, Vincent, pour la présentation fort intéressante. Donc, je relève sa question ici. Est-ce que tu sais si on a les mêmes idées dans le reste de la francophonie en milieu minoritaire hors Québec? Ça, c'est une bonne question. Puis, je n'ai pas encore la réponse. Ça, c'est une piste de recherche pour la suite. Parce que, je pourrais, par exemple, m'intéresser à l'Acadie. Dans le contexte acadien, je pense qu'il y a peut-être quelques nuances à apporter du fait que, comment dire, l'eugénisme qu'on retrouve au Québec, à Montréal, dans la ville de Québec, est quand même issu d'un milieu urbain, puis de préoccupations qui viennent du milieu urbain, à savoir si dans le contexte rural, disons en Acadie ou ailleurs au Canada français, si ces préoccupations-là sont les mêmes ou si ces préoccupations-là passent même le fil du clergé est une autre question. C'est sûr que dans le reste du Canada français, ils sont minoritaires. Puis s'il y a des eugénistes, c'est surtout des eugénistes anglophones. En Ontario, par exemple, on parle beaucoup d'eugénique à peu près à la même époque, dans les années 1930. Puis les théoriciens canadiens anglais de l'eugénique, vraiment, vont employer ces théories-là pour dénoncer les franco-catholiques en disant que les franco-catholiques sont de race inférieure, puis que parce qu'ils se multiplient aussi rapidement, qu'ils sont en train de contribuer à la dégénération de la race canadienne. Genre d'idée extrêmement raciste à l'égard des Canadiens français. C'est sûr que la résistance du clergé à l'eugénique ailleurs au Canada français se trouve aussi une réponse à ces propos-là qui sont quand même vraiment racistes de la part de certains théoriciens au Canada anglais. Il y a une autre question qui vient ici de la salle. J'en ai une. Merci, François. Merci tellement pour le panel de ça, c'est super intéressant. Mais justement, la question que j'avais, c'était un peu en lien avec si c'était thématisé sur comme que le jugement de la race inférieure ou supérieure, whatever, ou le groupe inférieur-supérieur, est-ce que c'était thématisé en termes d'autres types de dynamique de pouvoir, là, disons, anglais-français, mais disons, après ça, dans le contexte franco-québécois, c'était les alcooliques versus les non-alcooliques, je comprends. Mais tu comprends, donc est-ce qu'il y a un autre groupe qui était mis dans la catégorie de ceux pour qui on voulait moins de reproduction? Est-ce qu'il y a juste la dynamique anglo-franco que tu as vue ou il y a d'autres dynamiques comme ça? Ouvrière. Anglo-franco existe. Ouvriers aussi. Il y a certains mouvements ouvriers qui vont dénoncer l'eugénique parce qu'on croit que c'est une genre de conspiration de la bourgeoisie pour vraiment contrôler le prolétariat. Puis je veux dire, c'est pas faux non plus. On retrouve cette dynamique-là aussi. On parle d'alcoolisme, mais il y a aussi d'autres maladies qui sont ciblées
le péril vénérien, donc la syphilis, est quand même assez présent dans ces discours-là. On parle aussi de tuberculose, même si la tuberculose n'est pas héréditaire au sens propre, mais on craint une certaine transmission comme d'une faiblesse généralisée du corps qui est causée par la tuberculose, puis qui prédispose le corps à la tuberculose chez l'enfant. Donc, il y a ça, puis c'est sûr que lorsqu'on parle de tuberculose, d'alcoolisme, il y a aussi une dimension sociale. Les penseurs les médecins qui développent ces théories-là ne sont pas nécessairement issus du milieu ouvrier, puis leur critique leurs moyens pour empêcher la propagation de ce qu'on considère des maladies sociales vont quand même beaucoup plus toucher la classe ouvrière que n'importe quel autre groupe dans la société. Donc, il y a ça. Le traitement des groupes autochtones, est-ce que c'est thématisé? Ça, on ne le voit pas. On ne le voit vraiment pas. Ce qu'on constate lorsqu'il est question des groupes autochtones, c'est que jusqu'à environ 1950, on se préoccupe très peu des Autochtones parce qu'on conçoit qu'ils sont voués à l'extinction jusqu'en 1950, 1954. Puis n'importe quel moyen visant à empêcher la reproduction des Autochtones, c'est vraiment à partir des années 1950, 1960. Par exemple, qu'en Alberta, les politiques de stérilisation vont surtout cibler les Autochtones. Mais avant le tournant des années 1950, ce n'est pas le cas parce que l'idée, c'était puis là, je cite, là, c'est pas moi qui dis ça. L'idée, c'était que le problème allait se régler lui-même. Puis ouais. C'est ça. C'est pas joyeux. Non, c'est ça fait partie de cette opportunité quand même. En fait, j'ai une question, c'est peut-être juste pour rebondir un peu sur l'interrogation de Christine sur les discours en contexte francophone hors Québec. Mais moi, je me demandais, est-ce qu'il y avait une espèce de dialogue ou de contre-discours dans des périodiques anglophones à Montréal? Puis c'est quoi la relation un peu entre ces points de vue-là? Est-ce qu'il y avait une espèce de raillerie du caractère un peu ticlin, si on veut, du Canadien français qui aurait un certain retard scientifique, ou au contraire, il y avait des vrais argumentaires et des dialogues entre francophones et anglophones dans d'autres périodiques que ceux que tu as à ta connaissance? Ouais. Ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas constaté qu'il y avait beaucoup de collaboration entre les eugénistes anglophones et francophones. Il y a pas, c'est comme si c'était vraiment comme deux mondes séparés. Même si il faut quand même dire que lorsqu'Albert Laurendeau écrit sur le premier congrès international d'eugénique, il est très probable qu'il ait reçu ces informations-là de ses collègues anglophones qui ont participé au congrès. Donc, ça se peut qu'il y ait certaines collaborations de ce sens-là. Mais vraiment, chez les anglophones, il y a certaines thématiques qui vont ressortir, qui ne ressortiront pas chez les Canadiens français, comme par exemple, on parle beaucoup du birth control parmi les anglophones. Même en Ontario, le mouvement eugénique est vraiment... quelques-uns des eugénistes les plus importants en Ontario sont des partisans du birth control. Puis ils vont très spécifiquement essayer de promouvoir l'utilisation des contraceptifs chez les Canadiens français pour les empêcher de corrompre la race ou de se multiplier autant rapidement. C'est sûr que ces dynamiques-là, il y a aussi l'Église catholique qui intervient puis pour des raisons plutôt théologiques. Je veux dire, les sujets qui sont abordés sont quand même différents dans différents milieux.
Ça ne faisait pas l'objet d'aller-retour structuré sur ça. Non. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question, certainement. Oui, donc Maxime, oui, ben moi, c'est juste une question. Je suis un peu novice en termes d'eugénisme, heureusement pour moi. Comment fonctionne, disons, la mécanique pour faire en sorte que la classe sociale soit déterminée par la génétique? Comment on arrive au glissement là, de dire, OK, il y a un facteur génétique, puis par exemple, le fait d'être un ouvrier est déterminé par cette génétique-là. J'aimerais juste parce qu'intuitivement, historiens, sociologues, c'est des facteurs sociaux. Donc, eux, comment ils font pour faire une logique qui tienne un peu pour convaincre certaines personnes? C'est une nuance, c'est que Galton lui-même n'est pas généticien. Puis le travail de Galton apparaît avant la génétique, puis aussi contemporain aux premiers travaux sur la génétique. Puis il est extrêmement critique à tout ça. Parce que lui conçoit l'hérédité d'une façon assez distincte, assez différente que ce que les généticiens se disent entre eux. Mais Galton conçoit quand même qu'il y a comme la notion de hard heredity, l'idée que l'hérédité ne peut pas être modifiée par l'action sur le corps, qu'il y a quelque chose de fondamental qui est transmis de génération en génération. Le glissement chez Galton se fait vraiment sur l'idée qu'il s'intéresse à ce qu'il appelle hereditary talent, donc un genre de comme talent héréditaire. Puis il regarde à il crée des genres de comme réseaux de pédigrés. Il s'intéresse à des familles bourgeoises, à des familles élites, puis il regarde, on a une corrélation parce que cette personne-là avait un talent musical, puis le talent musical se retrouve dans la même famille. Puis il fait, ça c'est vraiment comme les débuts du travail de Galton. Mais il se base aussi sur une littérature médicale qui cherche à trouver des relations, des relations de famille lorsqu'on parle de maladie mentale. Il va beaucoup se baser sur ça, mais l'affaire, c'est que Galton, comme l'idée de la maladie mentale n'est pas tellement liée à la classe de la même façon que comme Galton conçoit la classe. La classe sociale pour Galton, il s'imagine une genre d'idée, ce qu'il appelle civic worth, qui est vraiment l'idée, la valeur de l'individu à la nation. Puis il va extrapoler cette idée-là de civic worth sur des données statistiques sur le revenu. Donc, il va faire l'équivalent entre la valeur de l'individu pour la nation puis son salaire. Puis il va baser ses études statistiques là-dessus. À partir de comme aussi ces études de pédigré qui sont basées sur le talent héréditaire. Donc, le glissement se fait chez Galton. La génétique intervient par la suite. Puis dans des milieux qui sont pas anglais, comme d'Angleterre, la classe sociale est peut-être moins on insiste moins sur la classe que sur la maladie héréditaire ou sur autre chose. La classe, c'est vraiment Galton. Ça revient peut-être sous d'autres formes ailleurs, mais c'est beaucoup plus prononcé dans les théories de Galton que sous celles des généticiens par la suite. Est-ce qu'il y a une dernière intervention? Oui, François, bien sûr. Juste parce que tu as commencé, merci encore pour la présentation et la discussion. Tu as commencé avec l'idée que la narration simple était les Franco-Canadiens sont catholiques et arriérés scientifiquement. En gros, tu nous as dit que c'est plus compliqué, mais il me semble que dans l'histoire que tu racontes, ces deux facteurs explicatifs-là sont quand même très forts pour expliquer la version institutionnalisée de l'eugénisme sur la finale, là, si je comprends bien, qui est comme Lamarckienne sur le tard, si je comprends bien.
Puis 2, comme vraiment soft sur... en gros, ils ont la même idée qu'il y aurait comme des hiérarchies à l'intérieur de l'espèce humaine, et ainsi de suite. Mais après ça, au niveau des moyens en tant que tels, ils semblent être beaucoup plus doux. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris c'est quoi les moyens dans le dernier document. Mais qu'au final, ces 2 facteurs explicatifs-là, est-ce qu'ils te gardent ou comment tu es? C'est que l'idée du retard intellectuel, lorsqu'on parle de néolamarquisme, ça ne tient pas nécessairement la route. Parce que la génétique se développe vraiment dans certains milieux qui ont été ciblés par les historiens. Mais au tournant du 20e siècle, être néolamarquien, ce n'est pas nécessairement être en retard. En fait, si on se fie au cas français, on constate que le cas canadien-français suit de très près ce qui se passe en France, à savoir si les Français sont en retard sur le plan scientifique. Je veux dire, c'est autre chose. Même à ça, c'est juste que, comment dire, l'argument du retard tient moins la route une fois qu'on constate que des penseurs comme Galton sont vraiment l'exception pour vraiment longtemps. Puis que la grande majorité des eugénistes, dans certains contextes, sont lamarckiens. Juste un amendement, peut-être, parce qu'effectivement, parler de retard, c'est bien sûr vraiment problématique, mais peut-être plus comme, disons, la recherche ne se fait pas, même les données qui sont utilisées, c'est des données belges, je m'en rappelle bien. Oui. La recherche ne se fait pas à l'intérieur, c'est de l'importation. Si oui. Est-ce que ça reste comme facteur? Ça reste comme facteur, tu sais, comme l'idée que le Canada français se trouve peut-être à la périphérie des développements scientifiques, oui. Mais la question du retard n'a aucun sens. Surtout lorsqu'on constate que la presse canadienne française est quand même à l'affût des développements qui se passent à l'international, lorsqu'on parle de lois eugéniques ou qu'on parle des congrès, ils sont quand même au courant, donc il n'y a pas de décalage. La référence à 1912 est quand même extrêmement importante parce que comme si on veut dire les Canadiens français ne parlent pas d'eugénique avant 1912, mais c'est aussi qu'à Paris, on ne parle pas d'eugénique avant 1912. Donc, c'est vraiment dur de quantifier un certain retard si on regarde à l'extérieur du contexte américain. Vous devriez plus centre-périphérie, puis le volet catholique reste extrêmement fort. Le volet catholique demeure extrêmement fort. Façon de reformuler la question, c'est peut-être savoir ce qui est permis en contexte catholique puis ce qui ne l'est pas. Comme on a vu, l'action catholique condamne pas l'eugénique en entier, mais seulement lorsque ça implique l'intervention de l'État dans le mariage. Sinon l'eugénique pour l'Église, ça va, là. Donc, c'est une façon de reformuler la question. Savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas. Très bien. Alors, merci Vincent pour cette présentation qui va susciter un bon nombre de questions. Je suis d'ailleurs fort satisfait. Donc, on aura retenu le tout dans tout juste 1 heure. Alors, merci beaucoup pour tout ça. Donc, j'invite tout le monde à suivre la suite de tes travaux et à toi, bien sûr, de nous partager d'autres événements que tu pourrais faire ou d'autres communications que tu pourrais prononcer qui pourraient nous intéresser aussi. Alors, merci à tout le monde qui était ici en salle. Merci aux personnes qui ont assisté et posé des questions en ligne aussi. Donc, je vous dis merci et au revoir.